Bonjour à toutes et à tous, Jacqueline Liénard est notre invitée café de ce lundi. Jacqueline, bonjour. Bonjour Majouki. Alors vous êtes présidente de l'association Vivre sans drogue qui existe depuis plus de 10 ans au Fénois. Alors comme son nom l'indique, votre association lutte contre l'addiction aux drogues. En Polynésie, le cannabis reste la drogue principale, il y a aussi la ice. Où en est la situation aujourd'hui ? Dramatique, comme celle qui a été déjà diagnostiquée il y a quelques années par le CESC. La saisine numéro 59 avait déjà identifié la situation comme grave, presque à 50%. Aujourd'hui, le communiqué le discours de Monsieur Caudrelier a été très important puisqu'il a révélé sur le plan judiciaire exactement qu'est-ce qui se passait. Mais nous, on fait de la proximité. On s'est bien rendu compte que de plus en plus, les jeunes consommaient dans les écoles. Je me suis battue pour avoir le test salivaire, ça n'a pas été évident. J'ai été un peu désolée que notre députée Maïna Sage, qui a œuvré dans le même secteur que moi, n'ait pas soutenu un peu plus nos actions, parce que je pense qu'elle était au courant, tout comme nous, de la situation. Vous avez parlé du colonel Caudrelier qui a fait un constat alarmant de la consommation de drogue en Polynésie. Il dit même que le marché du cannabis alimente le marché de la ice, un marché vraiment souterrain. La ice est banalisée presque au même titre que le cannabis aujourd'hui. Tout à fait, on en voit tous les jours des jeunes qui sont touchés par ça. Mais moi, ce qui m'alarme le plus, c'est la prise en charge, qui est super difficile sur le terrain, parce que c'est vrai que ça, c'est la partie du colonel. Il l'a constaté, j'en suis vraiment satisfaite et je suis vraiment contente parce que plusieurs personnes ont essayé de dénoncer et n'ont jamais pu arriver, donc c'est qu'il y a une raison valable. Si on n'arrive pas à identifier la situation et à prendre les mesures qu'il faut, c'est qu'il y a des implications qui me paraissent un peu douteuses. Donc pour moi, c'est le constat aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse c'est l'objectif que nous sommes fixés, c'est-à-dire d'apporter une solution pour isoler ces personnes-là, pour les protéger, parce qu'il n'y a rien actuellement. Dernièrement, d'ailleurs, vous allez voir sur mon Facebook de l'association, il y a un petit témoignage d'une mère de famille qui a 3 enfants, dont 2 sont à l'ice et au cannabis. Ils se présentent à Jean-Prince, on les renvoie à Mamao. À Mamao, on fait un constat, on prend juste l'attention et on les renvoie chez eux. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a aucun accompagnement. Que ça soit judiciaire aussi, parce que c'est un choc quand même quand un enfant est pris sur le vif, ou qu'il faut dénoncer son enfant, ou il faut un accompagnement. Et il n'y en a aucun. Aucun, médical et rien. Il y a une passivité, vous trouvez des pouvoirs publics? Bien sûr. Je reprends les propos de monsieur Tote Belarizi Cuider, qui était psychiatre addictologue, qui faisait de la formation, de la prévention sur le terrain, qui pouvait former des personnes responsables de la prévention, qui est repartie d'ailleurs. Tant que la chaîne de responsabilité ne se met pas en place, et ça reprend les propos du colonel, on va pas y arriver. La chaîne de responsabilité, c'est quoi? C'est le parent, mais pas le parent tout seul. Parce qu'il faut aussi le professeur, il faut aussi le proviseur, il faut aussi la DSP, il faut la gendarmerie, ensuite le procureur. Et il faut une communication parfaite. Parce qu'un professeur qui surprend un enfant dans une classe avec des comportements un peu bizarres, qu'est-ce qu'il fait? Il signale à l'infirmière. L'infirmière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle signale au proviseur. La DSP est entendue, arrive. Mais après, l'élève est réintégré 2 jours après. Donc les professeurs ne comprennent rien, ne savent pas ce qui se passe. Donc tout est dans un flou artistique. Comment il faut agir justement avec un élève toxicomane? Parce que ça commence dès la jeunesse. C'est la jeunesse qui est la plus exposée à la consommation, qui est la plus fragile. Comment est-ce qu'il faudrait lutter contre ces addictions chez les jeunes? Déjà, essayer de provoquer chez eux des déclics. Fournir des motivations, parce que c'est vrai qu'ils n'ont plus aucune motivation à part celui de Facebook. On voit que les jeunes se coupent de la communication avec les autres. Ils deviennent esclaves des drogues. Ils deviennent esclaves déjà de Facebook. Quand on regarde, vous allez voir, les jeunes sont constamment avec leur appareil. Déjà, ça, c'est la première addiction. Après, ils ont le malheur de rencontrer dans la rue des jeunes dealers, parce que même dans des collèges, vous avez des vendeurs de ice. Ça m'a été remonté récemment par des personnes à l'intérieur. C'est passé à un autre niveau. Ce n'est plus seulement le cannabis. C'est plus seulement le cannabis. L'ice aussi. Mais seulement, c'est sûr que ça fait pas une bonne publicité pour les écoles. C'est là où je dis que c'est la responsabilité de tous. C'est bien facile de dire, mais sans qu'on soit tous solidaires dans ce problème, on n'y arrivera pas. Et est-ce que c'est vraiment possible de s'en sortir? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont arrêté la ice? S'ils ont un accompagnement, je dirais, affectif important, ils peuvent y arriver.
mais il faut un accompagnement affectif. Et souvent, les parents ne maîtrisent pas, parce que quand on a affaire à quelqu'un qui est consommateur d'ice, on ne connaît pas les symptômes. C'est une maladie, hein, c'est une maladie, ça mène à beaucoup de choses. Donc, on ne les connaît pas et on les subit. Et on passe à l'insécurité. Quand on est dans l'insécurité, on n'a qu'une hâte, c'est de se protéger. Et comme on voit que la justice ne peut pas faire face à ça, pour faire interner quelqu'un qui est consommateur de ice, c'est la croix et la bannière. Donc, il faut vraiment qu'il y ait... donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent à la rue. Voilà, donc... En Polynésie, il existe seulement un hôpital psychiatrique, il n'y a pas de centre de désintox. Vous avez un projet d'éco-village pour justement aider les toxicomanes. Ça fait des années qu'on est sur ce projet. Donc, on est allé en Italie en 2006. On a vu ce que pouvait se faire. De toute façon, c'est pas un secret de polichinelle. Cette méthode marche. Un ancien toxico qui prend en charge un nouveau. Donc, accompagné de cette façon-là, il ne peut que s'en sortir. Maintenant, c'est vrai, pourquoi un éco-village? Parce que c'est sûr qu'on n'aura pas de subvention. On se fait pas d'illusions. Donc maintenant, on a de la chance d'avoir des partenaires qui ont les compétences qu'il faut pour pouvoir travailler sur ce projet-là, qui peuvent essayer de faire quelque chose avec des produits de la nature. Et on sait très bien qu'en Polynésie, on ne mourra pas de faim. Hein. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller dans ce sens. Est-ce que vous pensez que le facteur honte peut aussi avoir un impact sur la famille, par exemple, pour une mère de dénoncer son fils ou de vouloir aider son fils? Est-ce que vous pensez que la honte peut se faire ressentir chez les Au-delà femmes? de la honte, c'est sûr que ici c'est le paraître. Hein. On va pas cacher qu'aujourd'hui tout le monde, on stigmatise très vite une famille. On a pitié, mais la pitié ça n'aide pas. Je veux dire maintenant, je le vois au niveau de mon association. C'est dur de traîner des parents derrière parce que bon, ils veulent pas s'afficher. C'est vrai que vivre sans drogue c'est difficile. Ça implique beaucoup trop de choses. Pas de consommation de tabac, pas de consommation. Il y a pas beaucoup de gens qui arrivent à affronter ça. Mais bon, quand on a des valeurs, quand on sait qu'on est quelque part conscient qu'on a un ordinateur, que cet ordinateur qui est notre esprit, on doit le protéger, on essaie de faire tout ce qu'il faut pour... Voilà, donc maintenant, quand on a des enfants qui sont dedans, on a une ligne de conduite à tenir, on doit tout essayer, mais je peux vous dire, on va vous répondre, vous allez dans le cursus, on va dire cursus médical, on va vous dire, tant que l'enfant ne voudra pas, il faut que ce soit lui qui ait le déclic. Donc, notre travail à nous, c'est d'essayer de trouver le déclic. Quel déclic on pourra, voilà. Maintenant, regardez un petit peu une méthode des soins. Vous avez un gamin qui a 19, 20 ans, qui est chez vous. Qui ne travaille pas, qui n'a rien. Vous n'êtes même pas, vous ne pouvez même pas savoir quel traitement lui a été attribué. Vous ne pouvez pas avoir de discussion avec un psychiatre. C'est pour ça que je dis que la chaîne de responsabilité est importante. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Toté Belarizi, qui, lui, écoutait les parents et pouvait les accompagner, faisait un double travail et qui apportait ses fruits. C'est dommage qu'il soit plus sur le territoire. Pour terminer, Jacqueline Liénard, quelle est la situation dans les îles? Parce qu'on en parle peu, mais il y a des cas gravissimes dans les îles. Très très grave, puisque de toute façon on peut faire des statistiques en fonction de la Cotorep. On voit que beaucoup de jeunes bénéficient de la Cotorep dans les îles, donc des transferts quand il y a des soins à Jean-Prince. Donc la situation est très difficile parce qu'il y a rien. Il n'y a pas d'hôpital de jour, il y a rien. Et quand les médecins sont confrontés à ça, qu'est-ce qu'il faut? La matière forte. Des fois, moi j'ai entendu dire, j'ai beaucoup de témoignages là-dessus, on attachait les jeunes parce qu'ils étaient dans un état de manque extrême où ils devenaient violents et portaient atteinte à leur vie, à la vie des autres. Pour conclure, on peut dire que la situation pour les toxicomanes est compliquée en Polynésie. Ce sera difficile de s'en sortir. Très compliqué. Merci Jacqueline Liénard. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Vivre sans drogue. Merci d'avoir accepté notre invitation ce lundi matin. Bonne journée. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.